Bonjour, je me présente. Je suis Dominique Grenier, chef d'unité scientifique de l'unité d'immunisation, infection nosocomiale et antibiorésistance à l'INSPQ. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à ce transfert des connaissances de l'équipe des infections nosocomiales. Aujourd'hui, le sujet présenté sera sur les virus respiratoires, grand sujet d'actualité. En ce qui a trait au déroulement général de la présentation, voici quelques points importants. La présentation sera enregistrée et disponible ultérieurement sur le site Internet de l'INSPQ. Toutes les caméras et micros seront désactivés, sauf évidemment pour les panélistes. Les questions devront poser dans la boîte de questions-réponses et seront répondues à la fin des présentations, donc à la fin complètement, sauf pour la présentation de M. Charret où les questions seront posées après sa présentation. Dr Jasmin Villeneuve, médecin conseil dans l'équipe des infections nosocomiales de l'Institut, coordonnera les 3 périodes de questions. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos 3 panélistes. M. Charret présentera sur les aspects laboratoires des virus respiratoires. Il est diplômé de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal en 1986. M. Charret est responsable d'activités du secteur biologie moléculaire au Laboratoire de santé publique du Québec, LSPQ, depuis 2001. M. Charret est également professeur associé au département de microbiologie, infectiologie et immunologie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal depuis 2012. De plus, il participe au projet de surveillance des hospitalisations et complications attribuables à l'influenza mené par Dr. Rodica Gilka, notre seconde panéliste aujourd'hui. Donc, notre seconde panéliste, effectivement, est Dr. Gilka, qui présentera sur le fardeau des hospitalisations reliées au virus respiratoire. Elle est médecin conseil dans la direction des risques biologiques et santé au travail à l'INSPQ depuis 2006. Elle est également membre active du Comité d'immunisation du Québec depuis 2017. Elle est responsable du projet de surveillance des hospices et complications attribuables à l'influenza mené à l'INSPQ depuis déjà 2011. Notre troisième panéliste est Mme Josiane Charret. Mme Charret présentera sur les fiches des virus respiratoires, soit les principales modifications à celles publiées déjà en 2018. Mme Charret est infirmière depuis près de 12 ans. Elle s'est tournée vers la prévention et le contrôle des infections il y a plus de 3 ans et est étudiante au diplôme de 2e cycle pour être infirmière spécialisée en prévention des infections. Madame Charret est avec la merveilleuse équipe de l'Institut national de santé publique depuis maintenant 15 mois. Alors, débutons par la première présentation sur les aspects de laboratoire des virus respiratoires avec M. Charret. Alors, M. Charret, la parole est à vous. Bon webinaire à tous. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on me donne la tâche de vous résumer 45 heures de cours en 10 minutes. Alors je vais y aller presto et dès maintenant. Donc, comme Dominique le disait, je suis professionnel au Laboratoire de santé publique du Québec et accessoirement professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Et je n'ai aucun conflit d'intérêt. Alors, je vous présente le Laboratoire de santé publique du Québec. C'est cette bâtisse-ci ici que vous avez à votre... j'essaie de trouver le pointeur. Le building que vous pouvez voir sur la 40, là, lorsque vous êtes à Sainte-Anne-de-Bellevue en direction de Vaudreuil, bien, vous ne le verrez plus maintenant parce que nous sommes maintenant connectés au reste du monde par le REM. Donc, le REM nous est arrivé il y a environ 2-3 semaines, et puis ça cache complètement le building, mais ça nous raccroche au reste de la civilisation parce qu'on est depuis au moins une cinquantaine d'années dans le fond d'un champ agricole. Donc, il y a 150 personnes environ qui travaillent au laboratoire de santé publique, puis on couvre à peu près toutes les sphères de la référence pour la microbiologie. Donc, on a les labos de référence en bactériologie, en virologie, en mycologie, en mycobactériologie et même en physico-chimie. Le mandat du LSPQ, c'est le suivant. Comme disait un de nos anciens patrons, le LSPQ, c'est le laboratoire des laboratoires. Donc, c'est le laboratoire de référence qui offre
au laboratoire des établissements du Réseau de la santé du Québec les services suivants. L'expertise pour confirmer les diagnostics en infectiologie, le diagnostic des maladies infectieuses rares. On offre aussi énormément de programmes de surveillance de laboratoire. Je vais vous parler du programme de surveillance des virus respiratoires. On offre aussi des programmes de contrôle externe de la qualité. On fait de la recherche, c'est la partie le fun du mandat. La recherche, la validation et la mise au point de méthodes diagnostiques. Et on fait aussi de la formation, autant pour les techniciens que pour les médecins, microbiologistes, infectiologues. Donc, notre rôle dans le développement de nouvelles méthodes de détection d'agents infectieux, bien, on l'a joué pleinement l'année dernière. C'est nous qui avons fait les 40 000 premières analyses pour la COVID au Québec. Vous voyez ici les boîtes qu'on a reçues une demi-journée. Ça, c'est l'équivalent d'une demi-journée. Ça venait de partout au Québec. Et sur les 140 personnes du LSPQ, à un moment donné, je pense que la moitié du personnel travaillait sur la COVID. Puis, à un moment donné, bien, les labos du réseau ont offert nos tests, premièrement parce qu'on a décentralisé nos tests. Puis après, les trousses commerciales sont arrivées pour nous appuyer là, pour faire le plus de diagnostics possible. Je vous rappelle qu'on a fait, depuis le début de la COVID, d'environ plus que 10 millions de tests au Québec. Donc, c'est énorme. Je me sers ici du schéma de la surveillance de la grippe pour vous montrer un peu le pattern de la surveillance des virus respiratoires, pas nécessairement seulement au Québec, là, mais disons en appui ici au Québec. Donc, il y a deux volets particuliers. Le volet laboratoire auquel le LSPQ collabore avec le laboratoire Sentinelle, dont je vais vous parler dans 2 secondes. Il y a des programmes d'efficacité vaccinale. C'est un programme avec Gaston Dessert et c'est un programme national avec un grand N, là, où on calcule l'efficacité vaccinale du vaccin très rapidement au début d'une saison respiratoire. On offre aussi des épreuves de référence pour la grippe, pour d'autres virus respiratoires. Puis on fait partie de comités qui s'intéressent à la détection et à la caractérisation de virus respiratoires, soit au fédéral ou au provincial. Donc, on fait le suivi de l'activité grippale. Je vais vous en parler dans 2 secondes. On caractérise aussi les souches circulantes. Ça, c'est dans le programme de surveillance de l'Organisation mondiale de la santé où on effectue aussi une vigie pour les maladies respiratoires sévères en émergence. Dans le volet épidémiologique, Radhika va en parler plus en détail, ben, il y a aussi décrire les populations affectées et les groupes à risque. Par exemple, si on a une année où il y aura du H1N1, on sait que c'est les hôpitaux pédiatriques qui vont écoper. Si c'est du H3N2, ça va peut-être être la population qui est un peu plus âgée. Juste pour vous donner une idée des indicateurs, par exemple, à InfoSanté, quand vous appelez InfoSanté, vous composez 811. La première question que l'infirmière va vous poser, c'est pour quelle raison m'appelez-vous? Puis, si vous dites infection respiratoire, elle va rentrer un code dans l'ordinateur. Donc, c'est la tendance de la proportion des appels à InfoSanté pour des virus respiratoires qui nous donne un indice de l'activité des virus respiratoires. Et puis, si on voit la tendance monter à InfoSanté, puis qu'au volet laboratoire, on ne voit rien, bien là, il y a une lumière qui s'allume à quelque part. Donc, le programme le Sentinelle de surveillance des virus respiratoires au Québec, c'est un programme qui existe depuis environ 1995. Pour le moment, il y a environ 45 laboratoires de micro du réseau qui soumettent de façon hebdomadaire le nombre d'analyses qui ont été effectuées la semaine précédente pour la détection de virus respiratoires et surtout le nombre de résultats positifs pour chaque virus. C'est ce qu'on appelle l'indice d'activité, donc le nombre de résultats positifs par rapport au nombre de tests faits dans le laboratoire. Ces tests-là, dans les laboratoires du réseau, peuvent être faits soit par test d'amplification d'acide nucléique, des tests de détection d'antigènes, oui encore, et par culture virale que j'ai mis un peu plus pâle ici parce que la culture virale, pour le moment, on ne peut pas en faire dans les laboratoires diagnostiques. L'Agence de santé publique du Canada considère encore que le virus responsable de la COVID est dangereux, donc il faut travailler dans un niveau de confinement 3. Donc, cette année, il n'y aura pas non plus de culture virale pour la détection de virus respiratoires. Donc, chacun des laboratoires, chaque semaine, nous envoie le nombre de tests pour chaque virus et le nombre de positifs pour chaque virus. On fait les compilations des 45 laboratoires. On émet des rapports hebdomadaires, puis on fait les liens aussi avec l'Agence de santé publique du Canada et l'Organisation mondiale de la santé. Ce programme-là fonctionnait depuis 1995 au début avec des fax. Après ça, il y a eu un système informatique de saisie. Et cette année, on le renouvelle jusqu'à un certain point. On renouvelle les interfaces informatiques pour automatiser tout ça et migrer ça vers une autre plateforme. Donc, on sera en chantier jusqu'à mars prochain, mais ça ne veut pas dire que le système ne fonctionne pas.
Les 45 laboratoires du réseau qui participent à notre programme Sentinelle sont très bien répartis dans la province. On en a même 2 dans le Grand Nord. Donc, ce n'est pas tous les labos qui participent. Il y a peut-être une centaine de labs au Québec qui offrent des tests pour les virus respiratoires. On en a à peu près la moitié. Ce n'est pas nécessairement les plus gros. Ce qu'on regarde, ce qu'on recherche, ce sont les tendances. Puis, avec cette dispersion-là des laboratoires Sentinelles sur le territoire, ça nous permet aussi de régionaliser les indices d'activité. Comme je disais tout à l'heure, le LSPQ compile toutes les données de surveillance des laboratoires Sentinelle, puis envoie ça au ministère de la Santé, au bureau de surveillance et de vigie pour annoncer les tendances. Et puis, d'une autre façon, on voit ça également des données agrégées à l'Agence de santé publique du Canada, qui, eux autres, vont regrouper les données du Québec avec celles des autres provinces et des autres territoires. Et produire leur propre rapport de surveillance et envoyer ça au Centers for Disease Control aux États-Unis, qui, eux autres, vont ramasser les données de toute l'Amérique pour les envoyer à l'Organisation mondiale de la santé. Donc, la surveillance des virus respiratoires, même à un niveau international, c'est quand même assez rapide. Si vous allez sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, vous allez voir les chiffres d'à peu près 2 semaines ou 3 semaines. Donc, c'est quand même assez rapide. En plus de ça, on fait aussi de la culture virale, puis les résultats sont envoyés à l'Agence de santé publique du Canada, toujours dans le mandat de surveillance du programme de l'Organisation mondiale de la santé, pour caractériser, par exemple, les souches d'influenza qui circulent, pour les comparer à celles qui sont dans le vaccin. Comment on fait un diagnostic des infections respiratoires? Bien, je vais vous montrer un peu la dynamique de la chose et comment tout ça a évolué au cours des 10 dernières années. Il y a eu énormément d'évolutions au niveau méthodologique et technique. Premièrement, quel type d'échantillon on utilise pour faire des tests d'infection respiratoire? C'est bien sûr des échantillons respiratoires. Il y a un moment donné, on faisait de la sérologie pour savoir si un patient avait déjà eu ou pas l'influenza, mais ce n'est absolument plus utile. Et même Sainte-Justine n'offre plus ce service. Échantillon respiratoire, ça peut être nasal, nasopharyngé, écouvillon nasopharyngé. Écouvillon de gorge, dans le temps du H1N1, on a décidé de concert avec tous les autres laboratoires que ce n'était pas un échantillon adéquat pour faire la détection du virus, sauf si on le couple avec une sécrétion nasopharyngée. Et si le patient est intubé, bien sûr, on peut aller chercher des sécrétions endotrachéales puis des lavages broncho-alvéolaires. Ce que je vous montre ici, c'est ce qu'on appelle un échantillon floqué, flock swab, ou le meilleur français, c'est échantillon velouté, écouvillon velouté. Donc, vous voyez le pattern ici, c'est comme j'aime pas la comparaison, là, mais c'est comme une brosse de toilette. Et ça fait exactement le même ménage dans une narine. C'est vraiment le meilleur type d'échantillon pour les infections respiratoires. Les techniques de diagnostic en laboratoire, ça peut être direct ou indirect. Indirect, c'est le sérodiagnostic, mais je vous disais que ça n'existe plus. Direct, il y a 3 méthodes principales. La culture virale, qu'on ne fera pas cette année. La détection d'antigènes, soit par immunofluorescence, soit par test rapide ou soit par TAN. Donc, je vais les décrire rapidement dans les prochaines minutes. Culture virale, ça demeure le gold standard parce que c'est le seul test qui nous permet de savoir si le virus est infectieux. Un virus, ce n'est pas vivant en passant, donc par définition. Donc, on ne peut pas dire que c'est vivant ou mort. On peut dire que c'est infectieux ou pas. Donc, ça demeure la méthode de référence, mais le temps réponse peut être très long. Par exemple, si vous avez un virus respiratoire comme du type H1N1, ça pousse très, très bien en culture virale. En 2 jours, vous allez voir le feuillet cellulaire disparaître, tandis que H3N2 ou pour d'autres virus, ça peut aller jusqu'à 15 jours. Donc, c'est très long pour un diagnostic. Ce n'est pas tous les virus qui sont cultivables. Par exemple, les virus coronavirus communs qui causent des rhumes, là, ceux qu'on connaissait avant, le SRAS et le MERS, ne poussent pas très bien en laboratoire, donc on ne peut pas se fier sur la culture pour les identifier. Quand on voit ECP, c'est effet cytopathique sur une lignée cellulaire, il faut bien sûr confirmer la nature du virus qui cause cet effet-là, donc utiliser des tests complémentaires, soit en utilisant des anticorps ou soit en utilisant des... chez nous, on le fait au PCA, c'est plus facile. Donc, les avantages de la culture virale, c'est qu'il faut isoler le virus, puis ça nous permet de caractériser antigéniquement la souche. Ce n'est pas nous autres qui le fait, c'est le laboratoire de Winnipeg. Et ça permet aussi de faire des tests de sensibilité aux antiviraux par des épreuves phénotypiques. Des avantages, c'est ça, c'est super long. Puis ça requiert des infrastructures et des gens, je vous dirais, qui
qui connaissent pas mal ça. Donc, cette année, ce sera probablement seulement le SPQ qui va faire pousser des virus, parce qu'on a un laboratoire de niveau de confinement 3. Deuxième façon de détecter les virus respiratoires dans un échantillon respiratoire, c'est par détection d'antigènes, soit par immunofluorescence ou par test rapide. On va commencer par l'immunofluorescence. Ici, avec l'immunofluorescence, on va détecter l'antigène à l'intérieur de la cellule infectée. Donc, on va avec les couvillons chercher des cellules épithéliales du nez ou du nasopharynx qu'on va concentrer sur une lame de microscope et on va perméabiliser les cellules pour faire entrer des anticorps habituellement qui sont fluorescents, ou on peut le faire aussi par immunofluorescence indirecte. C'est très rapide, ça prend à peu près 2 heures. Les laboratoires qui utilisaient initialement la culture pour faire du diagnostic, étant donné que c'était long, utilisaient aussi la technique de détection par immunofluorescence pour avoir un résultat plus rapide complémentaire. Donc, l'avantage, c'est super rapide. Ça permet d'évaluer la qualité du spécimen parce que s'il n'y a pas de cellules, c'est sûr qu'on ne trouvera pas de cellules infectées. Et les désavantages, c'est que c'est un petit peu moins sensible que la culture, puis ça requiert vraiment du personnel expérimenté. Ça ne se fait plus vraiment dans les laboratoires diagnostiques. Tout le monde s'est tourné vers le TAN. Alors, des techniciens qui sont capables de lire des lames comme ça, c'est quand même assez rare. Détection d'antigènes par test rapide, mes tests préférés, c'est de l'ironie. Alors ici, plutôt que de détecter les antigènes du virus à l'intérieur d'une cellule infectée, on fait un LISA avec l'échantillon, c'est-à-dire on met un peu de savon pour tout détruire. Et puis, on mélange ça avec des anticorps spécifiques au virus recherché. Et puis, on fait migrer ça soit par immunochromatographie ou soit on peut faire aussi une détection par chémoluminescence. Il y a des kits qui ressemblent un peu à ceci, là, comme des tests de grossesse. Donc, le temps-réponse, c'est très rapide, 20 à 30 minutes. Sauf que l'exécution est simple, sauf qu'il y a un petit problème de sensibilité et spécificité. Et la performance du test, en réalité, sans aller dans les détails, la performance du test est assez mauvaise lorsque la prévalence de l'infection est faible dans la population. Juste vous montrer ici rapidement un article qui avait été publié par Gaston, le groupe de Gaston qui faisait la recherche pour l'efficacité vaccinale. On avait comparé un test rapide avec la PCR une année de notre étude et on avait montré que les tests rapides détectaient seulement moins que 20 de ceux qui étaient positifs par TAN. Donc, les tests rapides de détection d'antigènes, ça a une utilité, mais il faut toujours comprendre que ce n'est pas sensible et il faut toujours référer ces échantillons-là si on va avoir une réponse claire pour un TAN après avoir le résultat. TAN, test d'amplification d'acide nucléique. La dernière méthode, donc le temps-réponse est assez rapide. Il y a des tests maintenant qui se font en 1 heure. Habituellement, chez nous, c'est 5 heures parce qu'on utilise la méthode un peu plus longue. L'avantage, c'est que c'est excessivement sensible et spécifique. Dans une réaction, on est capable de détecter 5 molécules. Donc, c'est très sensible. Et c'est à cause de l'amplification qu'on est capable d'être si sensible que ça. Donc, ça permet l'identification des types et des sous-types, le cas échéant, si c'est nécessaire. Les désavantages, c'est que ça nécessite de l'équipement et de l'expertise un peu spécialisée, mais de moins en moins. Et puis, la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative, on ne peut pas les calculer parce que c'est le test le plus sensible et le plus spécifique, mais on présume qu'elle est très élevée. On a différentes méthodes pour détecter les produits de PCR. Les vieux biologistes moléculaires, comme je suis, utilisent encore des gels d'agarose. Et il y a aussi le PCR avec détection en temps réel. Et ça s'est beaucoup modernisé là, au cours des dernières années, les tests d'amplification d'acide nucléique. TAN, ça regroupe un paquet de méthodes qui sont utilisées pour faire de l'amplification génique, la plus connue étant la PCR, Polymerase Chain Reaction, mais il y a aussi des compagnies qui utilisent la Transcription Mediated Amplification, Strand Displacement, Loop Mediated, Nicking Enzyme, etc., etc. Donc, ce sont toutes des méthodes parallèles au PCR pour faire de l'amplification génique. Elles sont toutes à peu près aussi sensibles. Il y a des instruments qui vont faire un test à l'heure, comme le BioFire ici ou le test LIAT. Puis il y a des machines qui vont en faire 16 à l'heure, tandis qu'il y a des automates maintenant qui sont rentrés dans les laboratoires, là, en suivi de ce qui s'est passé avec la COVID, qui peuvent en faire plusieurs centaines par chiffre de travail. Donc maintenant, on a aussi en biologie moléculaire des gros automates comme ils ont depuis des années en biochimie. Comment ça s'est modulé dans le temps, l'utilisation de chacune des techniques pour la détection des virus respiratoires? Je vous montre le portrait ici. Oubliez les statistiques pour 2009 là, parce que
On avait utilisé une autre banque de données, mais vous voyez qu'avant, on utilisait beaucoup de tests de détection d'antigènes dans les laboratoires du réseau pour faire du diagnostic d'influenza. Puis après la pandémie de 2009, là, on s'est mis à utiliser de plus en plus les TAN et le portrait ne change pas. Donc, ça continue à augmenter par rapport aux autres tests de laboratoire. Qu'est-ce qu'on fait d'autre au LSPQ comme analyse de référence pour les virus respiratoires? On fait, comme je disais, l'isolement viral pour certains programmes de surveillance de l'Organisation mondiale de la santé et aussi dans le projet d'efficacité vaccinale. La résistance aux antiviraux, soit par moléculaire ou soit par des tests phénotypiques. On fournit aussi des multiplex respiratoires pour le programme dont Radhika va vous parler dans 2 petites secondes. Pour les tests d'efficacité de vaccins antigrippales avec Gaston et Danuta. Et on a fait aussi des petits projets sur les éclosions en CHSLD à la demande du MES et de la Direction générale de santé publique. Tous les débuts de saison aussi, on offre des tests de confirmation et des tests de typage et sous-typage. Quand les virus de l'influenza arrivent, on veut savoir si c'est du H1N2 ou du H1N1 ou du H3N2, excusez-moi. Et puis comment sont répartis ces virus-là à travers la province. On fait toujours la vigie des virus émergents, que ce soit de la grippe aviaire ou d'autres coronavirus qui sont connus depuis longtemps pour être méchants. On développe aussi des panels de compétences, des panels de vérification, on fait du dépannage. Et bien sûr, la partie la plus importante, c'est les développements méthodologiques. Donc aujourd'hui, depuis hier, en réalité, on travaille à développer quelque chose pour être capable de détecter très rapidement le nouveau variant B.1.1.529 qui va arriver chez nous incessamment, il n'y a pas de doute là-dessus. Je passerai maintenant, vous voyez ici tous ceux qui peuvent participer à une prochaine pandémie d'infection respiratoire. Notre joujou préféré en ce moment, c'est des tests de phylogénie. Donc, depuis le début de l'épidémie, on a séquencé au Québec 70 000 virus au complet pour nous permettre de comprendre comment le virus arrive chez nous et comment il se disperse. C'est un outil excessivement puissant. Puis c'est la première fois qu'on utilise la génomique vraiment dans une enquête épidémiologique si large. Alors, merci. Avez-vous des questions? Merci, Hugues, pour la présentation. Peut-être arrêter le partage de ta présentation et ouvrir ta caméra pour qu'on te voit pour la période de questions. Alors, j'invite les gens à poser leurs questions dans le module questions-réponses. Peut-être une première question en commençant. Au niveau des tests TAN, il y en a plusieurs qui existent. Au niveau, tu disais que la valeur prédictive positive et négative était très élevée, mais est-ce que entre les différents tests qui existent, il n'y a pas assez de différence pour qu'on tienne compte du type de test qui est fait ou on doit en tenir compte? Non, on doit en tenir compte, comme je disais, pour les tests rapides de détection d'antigènes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Test de détection d'antigènes, la sensibilité qui peut paraître très bonne, là, 80 de sensibilité, par exemple, une spécificité de 95 Si on calcule la valeur prédictive positive lorsque l'incidence de l'infection est faible, on peut arriver à des taux où un résultat qui sort positif a seulement une chance sur 5 d'être vraiment un positif et ça n'arrivera pas avec des TAN, par exemple. OK. On demande quelle est la spécificité du TAN labo pour la COVID-19? On l'a calculé à plus que 99 Très élevé. Et l'autre question, comment se comparent les tests antigéniques? Entre eux autres, il y a plusieurs formulations puis plusieurs méthodologies qui sont utilisées pour faire la détection des antigènes, que ce soit l'immunochromatographie ou la chémoluminescence. La question, c'était, excuse-moi, Jasmin? C'est marqué comment se comparent les tests antigéniques? Les tests antigéniques se comparent tous comme étant beaucoup plus faibles en sensibilité que les TAN. Entre eux autres, ça dépend des compagnies. Vous savez quoi? Ça dépend des années. Parce que ces tests de détection antigénique-là sont montés avec des anticorps qui ont été fabriqués à partir d'antigènes des dernières années de circulation. Donc, une année, un test va fonctionner mieux que l'autre. Puis on le voit dans les contrôles de compétences qu'on envoie dans le réseau. Parfait, merci. Autre question, on demande de développer en lien avec ce que tu as marqué, ce que tu as parlé de la validité des tests. Par exemple, comment s'assurer que le test de dépistage demeure valide avec les mutations? On parle de la COVID ou même de l'influenza. Très bonne question. Au début de la pandémie, nous, on avait monté nos propres tests au LSPQ.
Puis après ça, avec nos collègues des autres provinces du Canada, bien là, on s'est décidé ensemble d'utiliser à peu près le même test pour qu'on puisse se comparer, premièrement, puis se comparer aussi avec tous les autres laboratoires du monde qui utilisaient le test de Corman, que probablement tout le monde utilise. Et c'est bien d'utiliser un test commun à tout le monde parce qu'on peut rapidement détecter s'il y a des problèmes de sensibilité ou s'il y a des problèmes que des tests ne réagissent plus à cause des mutations. Donc, c'est une façon de voir les choses. Puis de toute façon, nous, on a un labo de référence, on a des méthodes connexes à côté. Donc, s'il y avait, par exemple, un patient qui était symptomatologiquement et épidémiologiquement avec COVID positif, puis qu'on n'était pas capable de trouver par nos tests, c'est sûr qu'on réagirait et on essayera autre chose. Puis on séquence aussi des quantités industrielles de virus. Ça nous permet de trouver des mutations qui pourraient affecter nos tests de détection. Parfait. Une autre question, est-ce qu'un gargaris TAN est aussi valide qu'un nasopharyngé TAN? Valide, oui, sauf que c'est moins sensible. Parfait. Comment se fait la détection des nouveaux variants en continu? Je comprends qu'on parle ici de la... Oui, c'est plus la génomique, parce qu'on est, comme tous les laboratoires du monde, là, on séquence des quantités industrielles de virus, puis on compare les séquences entre nous autres. Habituellement, les variants, on ne les détecte pas nécessairement en séquençant, mais en regardant l'épidémiologie de la chose. C'est ce qui est arrivé en Angleterre avec le alpha, puis c'est ce qui est arrivé en Inde avec le delta. Donc, quand on voit une situation épidémiologique où il y a une recrudescence incroyable du nombre de cas ou quelque chose de très particulier comme épidémiologie, là, on va caractériser le virus, puis on va comprendre que c'est un mutant ou ce n'est pas un mutant. Donc, c'est pas tout. Il y a des centaines et des centaines de mutants du virus de la COVID. C'est seulement ceux qui ont un effet sur la contagion, par exemple, ou la virulence qui sont importants pour nous, là. Parfait, merci. Dernière question, parce qu'on va passer aux autres présentations. Doit-on tenir compte de l'épidémiologie pour interpréter un TAN? Autrement dit, sa sensibilité dépend-elle de la prévalence? Pas par TAN. Pas par TAN? C'est pas comme les tests rapides. Exact. Parfait. Écoute, merci beaucoup, Hugues, pour la présentation. On sait que tu dois quitter. Donc, on n'a pas le temps de passer toutes les questions, mais comme les autres présentations, on va vous faire question-réponse qui va être publiée là, par la suite. Merci, Jocelyn. Merci beaucoup. Et je vais Bonjour à passer... tous. Vas-y. Bonjour à tous. Merci, Hugues. Merci beaucoup pour l'excellente présentation. Je vais passer la parole à Josiane pour la suite. Donc, merci beaucoup, Hugues. J'imagine que c'est sur le bord de quitter. Donc, c'est sûr, très, très intéressant. Ça nous permet d'en savoir plus au niveau en fait, de revenir un peu au virus respiratoire. C'est sûr qu'on parle encore beaucoup de la COVID, mais il y a aussi également encore les autres virus respiratoires qui font partie de notre quotidien. Donc, dans le fond, maintenant, je vais passer la parole à Dr. Gilka qui va parler en fait de son projet sur le fardeau des hospitalisations en lien avec les virus respiratoires, l'influenza et les autres virus respiratoires. Donc, je vous passe la parole, Dr. Gilka. Et bonjour. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK, merci. Alors, aujourd'hui, mon défi, c'est présenter un projet de 10 ans en 15 minutes. Alors, bon, je vais essayer de le faire. Donc, pour les conflits d'intérêts, j'ai reçu des honoraires pour une présentation sur le VRS financé par ABI. Et l'objectif de la présentation, c'est d'écrire le fardeau d'hospitalisation au Québec en lien avec le virus respiratoire. Donc ici, voici un aperçu des virus respiratoires qui ont circulé au Québec depuis 2011-12 jusqu'à il y a 2 semaines. Et donc, ce sont le pourcentage des tests positifs pour différents virus dans les réseaux des laboratoires Sentinelle et de l'SPQ dont Hugues vient de parler. En bleu, c'est l'influenza. En orange, c'est le VRS. Et puis, les différentes couleurs sont pour différents autres virus respiratoires. On voit bien les pics des saisons influenza. Et puis, la courbe rouge ici, c'est le nombre des cas COVID.
Et donc, on peut voir que pendant les 3 premières vagues de la COVID, il y a eu très peu de virus respiratoires qui ont circulé au Québec, mais on observe une montée de ces virus dernièrement, surtout pour le VRS, ici en orange. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la recherche des autres virus respiratoires est beaucoup moins fréquente que celle des virus de l'influenza et du VRS. Et dans ce réseau, les entéro-rhinovirus ne sont pas rapportés. Donc, on croit que le portrait pour les autres virus n'est pas complet. Donc, au Québec, on mène une surveillance hospitalière depuis la saison 2011-12. Il y a 4 hôpitaux de soins aigus représentant environ 10% de la population qui participe pendant les pics des saisons influenza qui représentent environ 8 à 10 semaines. Pendant la pandémie, le signal de début de ce programme était une montée importante des hospitalisations. Donc, dans le projet, tous les patients hospitalisés avec des symptômes respiratoires sont testés de façon systématique pour influenza et pour plusieurs virus respiratoires avec un PCR multiplex OLSPQ et le SRAS-CoV-2 a été ajouté durant la pandémie. Les définitions qu'on utilise ont évolué au fil du temps. La première année, c'était un syndrome d'allure grippale, toux et fièvre. Par la suite, on a utilisé plutôt une définition d'une infection respiratoire aiguë un peu plus large. Et pendant la pandémie, on a ajouté des symptômes plus spécifiques à la COVID-19. J'aimerais souligner que la définition qu'on utilise dans ce projet peut être différente de celles utilisées par d'autres organismes ou dans d'autres contextes tels que la PCI. Les objectifs principaux de la surveillance hospitalière sont de fournir des indicateurs de morbidité et mortalité respiratoire en temps réel, estimer le fardeau d'hospitalisation, complications attribuables aux différents virus, et il y a beaucoup d'autres objectifs. C'était une étude de recherche les 4 premières années, puis un projet de surveillance. Et pendant la pandémie, un mandat de vigie a été accordé à l'NSPQ dans le cadre de l'enquête épidémiologique du directeur national de santé publique. Ce projet est financé par le ministère de la Santé. Donc, je vais commencer par présenter les résultats obtenus pendant la période pré-pandémique. Donc ici, vous voyez un aperçu de cette surveillance hospitalière. Donc les barres, c'est des différentes couleurs, c'est le nombre de patients inclus dans la surveillance et les couleurs correspondent aux différents virus détectés. On peut voir que les patients se concentrent pendant les pics des saisons influenza. Donc, la courbe bleue représente la circulation du virus de l'influenza. Et on a inclus plus de 6 000 patients pendant les 10 années de l'étude. Donc, c'est environ entre 600 et 1000 par saison. Ici, vous pouvez voir les proportions des virus respiratoires détectés parmi les patients inclus dans ce projet. Donc, le bleu, c'est pour influenza, le rouge, c'est influenza en co-infection avec un autre virus. Le vert, c'est pour les autres virus respiratoires sans influenza et le gris, c'est pour le négatif dans les différents groupes d'âge. Donc, on peut remarquer que chez les enfants, la grande majorité des infections respiratoires sont dues aux autres virus et non à l'influenza. Chez les adultes, environ 40% des hospitalisations sont dues à l'influenza et un peu plus de 20% sont dues aux autres virus respiratoires. Donc, chez les enfants, pendant toutes les saisons, la grande majorité des virus sont des virus autres que l'influenza. Mais chez les adultes, surtout chez les personnes âgées, nous avons remarqué que pendant certaines saisons, il y avait plus de virus autres que l'influenza, comme ici dans l'exemple de la saison 2018-2019. Vous vous souvenez que le projet est mené pendant les pics des saisons influenza, donc on croit que la proportion de l'influenza est sous-estimée et surestimée par rapport à celle des autres virus respiratoires qui circulent sur une plus longue période. Nous nous sommes posé la question, quel est le rôle des autres virus respiratoires dans des indicateurs traditionnels de l'influenza tels que l'influenza pneumonie. Et donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que parmi les enfants qui sont sortis de l'hôpital avec un diagnostic d'influenza pneumonie,
La grande majorité avait un autre virus respiratoire détecté et non l'influenza. Et même chez les adultes, c'était environ la moitié qui avait un virus l'influenza, puis plus de 20% avaient un autre virus respiratoire. Donc, si un enfant se présente avec une infection respiratoire aiguë sévère et il est hospitalisé pendant le pic de la saison influenza, il y a plus de chances que c'est un autre virus respiratoire et non l'influenza. Donc, la valeur prédictive positive pour un autre virus est 2 à 4 fois plus élevée que pour l'influenza. Une autre question qu'on se pose, quelle est la sévérité des hospitalisations dues aux différentes infections? Donc, ici, vous voyez la proportion de pneumonie parmi les enfants hospitalisés avec différents types et sous-types d'influenza et avec différents virus respiratoires. Donc, on peut voir que la pneumonie est aussi fréquente parmi les infections causées par d'autres virus que parmi les infections causées par les virus de l'influenza. Parmi les enfants admis aux soins intensifs, on a trouvé de l'influenza, mais on a trouvé aussi du VRS, entérorénaux, coronavirus, parainfluenza, métapneumovirus et bocavirus. Et dans notre échantillon, nous avons eu un seul enfant qui est décédé et le virus qui a été détecté a été un virus respiratoire syncytial. Quelle est la sévérité chez les adultes? Donc ici, on peut voir que le rôle des différents virus dans des issues sévères comme la pneumonie, les admissions aux soins intensifs et les décès. Donc le rôle de ce virus est comparable au rôle de l'influenza et même des fois, il est plus important que celui de l'influenza. Nous avons regardé aussi la proportion de décès selon le groupe d'âge. Et donc ici, vous pouvez voir que la proportion de décès parmi les patients hospitalisés avec un autre virus respiratoire est plus élevée que parmi les patients hospitalisés avec influenza. On peut penser que peut-être c'est dû au fait que les patients avec influenza ont reçu le vaccin. Et donc en bas, vous voyez le même graphique, mais en incluant seulement les patients non vaccinés avec une infection influenza qui n'ont pas reçu le vaccin. Et on peut remarquer que la même tendance se maintient. Au début de la pandémie, il y a eu un grand intérêt pour les coronavirus communs autres qui ont circulé depuis très longtemps avant la pandémie. Et donc, ici, vous voyez un article que nous avons publié où nous avons démontré que la sévérité des infections parmi les patients hospitalisés qui sont dus au coronavirus commun est comparable à la sévérité des infections dues à l'influenza. Qu'en est-il des infections nosocomiales? Donc, dans notre projet, le dépistage est systématique pour les patients qui présentent des symptômes respiratoires à l'arrivée à l'hôpital. Par contre, la recherche de l'influenza et des autres virus est en cours d'hospitalisation et non standardisée et non systématique. Et donc, on pense aussi que la recherche des autres virus est moins fréquente que celle de l'influenza. Et de plus, le projet est mené pendant les pics des saisons influenza. Donc, on croit que dans notre projet, les infections nosocomiales, surtout celles dues aux autres virus, sont sous-estimées. Malgré cela, nous avons observé des infections nosocomiales dues aux autres virus, très peu chez les enfants parce que les enfants restent pas très longtemps à l'hôpital, 2 à 3 jours seulement. Mais chez les adultes hospitalisés avec l'influenza, 10% avaient une infection nosocomiale. Et chez les adultes hospitalisés avec une autre infection, 5% présentaient une infection nosocomiale. Les virus qui ont été détectés étaient du virus respiratoire syncytial, métapneumovirus, coronavirus commun, parainfluenza et autres. La définition qu'on a utilisée ici, c'était le début des symptômes respiratoires dans 72 heures ou plus après l'admission. Nous avons remarqué aussi que parmi les patients admis des CHSLD, il y avait beaucoup de différents virus respiratoires qui ont été détectés, et pas seulement influenza, et surtout, c'était observé parmi les patients les plus âgés. Donc, je vais passer à la période pandémique. Donc, ici, vous voyez la circulation des virus respiratoires selon le laboratoire Sentinel pendant la période de la pandémie. Et donc, on peut remarquer encore une fois que
pendant la période du projet qui est marquée ici en rose. Donc, c'était pendant la deuxième à la troisième vague de la COVID. Il y a eu très peu de virus respiratoires qui ont circulé. Par contre, notre projet a redémarré cette saison au début du mois d'octobre, donc on a déjà quelques semaines dans ce projet-là. Et pendant cette période, on remarque une montée des virus respiratoires, surtout du VRS. Ici, vous pouvez voir les virus respiratoires détectés parmi les patients inclus dans le projet. Et donc, la période pré-pandémique, bien sûr, ici, on voit beaucoup d'influenza en bleu, du VRS en orange, mais il y a aussi beaucoup d'autres virus. Par contre, en 2020-2021, on peut voir beaucoup du rouge, puis le rouge est pour la COVID-19. Donc, la grande majorité des hospitalisations ont été dues à la COVID, mais il y a aussi un peu d'autres couleurs. Donc, il y a eu aussi d'autres virus respiratoires qui ont été détectés parmi les patients hospitalisés. Et donc, globalement, en 2020-2021, nous avons trouvé le SARS-CoV-2 chez 45% des patients hospitalisés et les autres virus chez 6%. Mais c'était 5% chez les adultes et 59% autres virus chez les enfants. On n'a pas trouvé de SARS-CoV-2 chez les enfants. Bien sûr, notre échantillon n'est pas suffisamment grand et les hospitalisations pour SARS-CoV-2 ne sont pas fréquentes chez les enfants. Pendant les quelques semaines de 2021-2022, le portrait est très différent. Vous voyez encore un peu de rouge, mais il n'est vraiment pas très fréquent. On voit beaucoup plus d'orange que le VRS et en général, il y a beaucoup plus d'autres virus respiratoires. Donc, pour le moment, dans le projet, nous avons détecté globalement pour tous les âges 9% SARS-CoV-2, 56% autres virus. Chez les enfants, tous sont d'autres virus et 91% d'autres virus. La grande majorité, c'est du VRS. Mais même chez les adultes, on détecte plus d'autres virus, 24%, par rapport à seulement 14% SARS-CoV-2. Et donc, voilà, j'arrive aux leçons à retenir. Parmi les patients hospitalisés avec infection respiratoire aiguë, les virus respiratoires autres que l'influenza jouent un rôle au moins aussi important et possiblement plus important que l'influenza dans des complications telles que la pneumonie, les admissions en soins intensifs et les décès, surtout chez les enfants et les personnes âgées. Le tableau des autres virus est difficile à estimer puisque le projet a été mené pendant les pics des saisons influenza. Les virus respiratoires autres que l'influenza jouent un rôle important dans les indicateurs traditionnels de surveillance de l'influenza, tels que les syndromes d'allure grippale, influenza, pneumonie. La détection des virus respiratoires autres que l'influenza parmi les patients admis des CHSLD suggère que ces virus circulent dans ces milieux à une fréquence comparable à celle de l'influenza et amènent des hospitalisations. En absence de dépistage systématique, le rôle précis des virus respiratoires autres que l'influenza dans les infections nosocomiales est difficile à estimer à ce moment, mais il est non négligeable. La prise de conscience du rôle des virus respiratoires autres que l'influenza et le SARS-CoV-2 dans la morbidité et mortalité hospitalière est un pas important dans la mise en place des stratégies de meilleure surveillance et gestion, ainsi que des mesures de prévention et contrôle ciblant non seulement le SARS-CoV-2 et l'influenza, mais aussi les autres virus. Et cette prise de conscience est essentielle pour l'amélioration de la qualité de soins aux patients. Je vous remercie et j'aimerais remercier aussi les équipes des hôpitaux participants, l'équipe du projet, le LSPQ et le ministère de la Santé. Merci. Merci beaucoup, Radhika, pour la présentation. Je rappelle, on va prendre les questions à la fin des présentations. Alors, je vais passer la parole tout de suite à Josiane pour sa présentation. Oui, bon, ben merci beaucoup, Dr. Gilka, pour votre superbe présentation. Je prendrais parmi vos leçons à retenir de voir comme quoi que les autres virus respiratoires peuvent avoir beaucoup d'impact au niveau du fardeau d'hospitalisation. Donc, je vais vous présenter un peu dans cette lignée-là les ensembles de fiches qu'on a mis à jour, en fait. Donc, ce ne sera pas bien long. Je vais vous afficher ça. Et voilà. Donc, dans le fond, bon,
Mon nom, c'est Josiane Charret. Pour les gens qui ne me connaissent pas, dans le fond, j'étais déjà là pour les autres webinaires qui ont été présentés durant le transfert des connaissances automne 2021. Comme si bien présenté Dominique, en fait, je suis conseillère en soins infirmiers à l'équipe des infections nosocomiales de l'INSPQ. Donc, aujourd'hui, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un survol. Donc, ça va être vraiment un survol des principales modifications des fiches, de l'ensemble des fiches sur les virus respiratoires pour 2021-2022, ce qui veut dire qu'en fait, l'année prochaine, on va refaire une autre mise à jour à cause de l'évolution de la littérature au niveau des virus respiratoires, mais plus particulièrement le lien entre le SRAS et les virus respiratoires. Donc, j'ai aucune déclaration, en fait, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Pour le niveau de l'objectif, ça va être d'identifier les changements et nouveautés dans l'ensemble des fiches sur les virus respiratoires. En fait, juste pour vous résumer un peu, dans le fond, la mise à jour des fiches nous a amené quand même plusieurs défis. Vous le savez tous, c'est le même pour pas mal tout le monde. En fait, premièrement, pour au niveau de la mise à jour, il y a peu de nouvelles littératures en lien avec les virus respiratoires autres que le SRAS-CoV-2. Donc, comme vous savez, on est en pleine pandémie. Donc, il y a toujours beaucoup d'accents qui sont mis sur le SRAS-CoV-2, mais beaucoup moins sur les autres virus respiratoires. C'est sûr qu'un autre défi, c'était au niveau des particularités en lien avec les tests, avec les milieux de soins. En fait, chaque milieu a un peu leur façon de faire et ont leurs particularités aussi également. De plus, il y avait aussi le SRAS-CoV-2. En fait, ce n'est pas égal nécessairement aux autres virus respiratoires. C'est sûr qu'il y a des points qu'on peut relier ensemble, mais on ne peut pas nécessairement dire qu'un influenza et le SRAS-CoV-2, ils sont pareils, qu'on peut faire toujours la même affaire pour les deux. Puis finalement, un des défis qu'on voulait, c'était vraiment de faciliter l'opérationnalisation dans les milieux, parce qu'on trouve ça important de simplifier ça un peu plus pour au niveau des milieux. Donc, juste pour revenir au niveau des données sur les virus respiratoires, donc ça ici, c'est des données sur les laboratoires Sentinelle que M. Hugues Charret vous a parlé tantôt. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'influenza qui courent en ce moment. Toutefois, on voit quand même qu'il y a beaucoup de cas, plus au niveau du VRS, mais il y a aussi parainfluenza, l'adénovirus, métapneumovirus. Fait qu'on voit qu'il y a quand même plusieurs virus respiratoires qui circulent à l'heure actuelle. Vous avez vu aussi avec le projet de Rodica qu'il y a d'autres choses qui courent en ce moment que le SRAS-CoV. Donc, pour le niveau des publications des fiches révisées, comme vous voyez, n'allez pas chercher immédiatement pour essayer de trouver les fiches ils sont actuellement, en fait, ils vont être disponibles pour la semaine du 6 décembre. Donc, voyez cette présentation-ci comme vraiment un survol pour vous présenter les nouvelles mises à jour, pour vous préparer quand que vous allez pouvoir les avoir en main. Quand vous les aurez en main, vous aurez le temps de prendre le temps de les lire. Donc, juste pour savoir où sont les fiches, en fait, on va les remettre à la même place qui sont actuellement ces fiches-là. Donc, dans le fond, vous allez sur le site de l'INSPQ, vous allez sur Expertise. Ensuite, après Expertise, maladies infectieuses, les infections nosocomiales, guide PCI, micro-organismes, puis ensuite influenza et autres virus respiratoires. Puis là, vous allez me dire, mon Dieu, comment je vais faire pour retenir ça? En fait, on va vous simplifier un peu la tâche. On va également mettre le lien sur la page de prévention contre les infections du SRAS. Donc, vous allez être capable d'aller juste cliquer un simple lien pour aller chercher ces informations-là. Comment utiliser les fiches? Donc, on voulait juste vous donner un peu comment les utiliser, parce qu'en fait, il va y avoir encore les documents sur le SRAS, mais il va y avoir des documents aussi sur les autres virus respiratoires. Fait que, ça, c'est un peu à titre d'exemple. Si vous suspectez ou vous avez une confirmation de SRAS-CoV-2, on veut vous maintenir quand même à l'utilisation du SRAS-CoV-2. Sauf que si vous avez une suspicion, une confirmation d'un autre virus respiratoire, puis que ce n'est pas du tout du SRAS-CoV-2, bien là, à ce moment-là, ça va être mieux d'aller vers les documents sur les virus respiratoires. Toutefois, il va y avoir des situations où vous n'aurez pas le choix d'aller vers les deux documents, soit d'aller vers le SRAS-CoV-2 ou vers les documents sur les virus respiratoires, parce qu'il y a une circulation concomitante de tous ces virus.
Donc, au niveau des principaux changements, il y a un tableau qui a été produit des principales modifications. Donc, le tableau, ça c'est une partie du tableau. Ça ne fait pas 25 pages non plus, les modifications. Mais dans le fond, c'est 2 pages qui vous explique un peu c'était quoi exactement les endroits clés pour aller voir où est-ce qu'il y a eu des modifications. Donc, ce que je vous conseille fortement, c'est de regarder le tableau, mais aussi de regarder l'ensemble des fiches pour voir c'est quoi les modifications qui ont été faites qui ont été effectuées à ce niveau-là. Parce qu'en fait, on ne peut pas dire, par exemple, on a changé une virgule, on a changé un mot, on a changé ci, parce que sinon, le tableau aurait effectivement 25 pages, qu'on ne veut pas embarquer là-dedans. Pour le niveau du nombre de fiches, pour ceux et celles qui s'en souviennent ou qui le savent en ce moment, parce qu'en fait, il y a des gens qui le consultent actuellement, ces fiches-là, il y en avait 7. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a réduits à 5 fiches en tout. Donc là, vous voyez ici, la préparation à la saison des activités des virus respiratoires et cas sporadiques ont été fusionnés ensemble. Puis, au niveau de la fiche outils, on va faciliter un peu tout ça pour tout le monde. On va faire une section que les gens vont pouvoir cliquer directement pour avoir accès aux grilles d'évaluation, les calculs d'incidence et le taux d'attaque. Donc, ça va peut-être être un peu plus simplifié. Donc, pour au niveau des nouvelles fiches, en fait, les caractéristiques des agents infectieux restent la même, définition des termes, analyse de laboratoire aussi, mais en fusionnant préparation saison grippale puis cas sporadique, c'est devenu mesure à mettre en place pour la saison des virus respiratoires et en présence d'un cas clinique ou confirmé d'un virus respiratoire. Donc, au niveau des changements par fiche, au niveau de la fiche, première fiche caractéristique des agents infectieux, il y a très peu de changements parce que, comme que je vous disais au début, au niveau des défis, il y avait eu très peu de littérature sur les autres virus respiratoires, donc il n'y avait pas énormément de choses à changer à ce niveau-là. Mais on a fait un ajout d'une introduction, comme pour tous nos autres documents, sur le SRAS-CoV-2. On a aussi mis une petite introduction aussi qui parlait du très beau projet qui est rendu à sa 11e année de Dr. Gilka sur l'influenza et les virus respiratoires. Le second document, la seconde fiche, c'est la définition des termes. C'est là qu'il commence à avoir des changements un petit peu plus, on pourrait dire, majeurs, mais vous allez comprendre pourquoi on a fait ces changements-là. Donc là, vous voyez le terme syndrome d'allure grippale pour cas clinique d'infection respiratoire aiguë. Comme vous savez, dans le fond, l'utilisation du syndrome d'allure grippale était beaucoup associée, en fait, quasiment automatiquement à l'influenza. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment de modifier le terme, puis également aussi, vous allez voir au niveau de la définition clinique, afin qu'on puisse encadrer les virus respiratoires et non pas juste l'influenza. Donc, comme que vous voyez ici, on a pour le niveau de la définition clinique, c'est apparition soudaine de fièvre et toux, ou on a une apparition soudaine de fièvre ou toux et au moins un des symptômes suivants. Mais tout ça, vous aurez le temps aussi de pouvoir en faire la lecture quand vous l'aurez entre les mains. Donc, ça, c'est pour le premier changement. Un autre changement au niveau du document définition des termes, c'est la modification puis l'ajout de l'éclosion persistante et avec indicateur de gravité. Parce qu'en fait, avant, on parlait des indicateurs de gravité seulement pour les éclosions majeures d'influenza. Donc, en effectuant en ajoutant les indicateurs de gravité pour les autres virus respiratoires, ça pouvait être nécessaire parce qu'il peut arriver des situations où est-ce qu'on peut avoir, par exemple, un virus qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait autant de morbidité ou de létalité, mais que finalement, on se retrouve face à une situation qui est peut-être un peu plus problématique, là. Un ajout aussi au niveau d'éclosion majeure d'influenza, vraiment, c'est un petit ajout juste pour dire que cette notion-là, en fait, ne s'applique pas aux autres virus respiratoires. C'est vraiment le statut, en fait, d'éclosion majeure d'influenza. C'est vraiment pour déterminer si, en fait, pas déterminer, mais plutôt d'évaluer la possibilité de fermer une unité ou de suspendre les admissions. Donc, à ce moment-là, c'est des informations qui sont disponibles là, dans le document situation des éclosions, là, dans cette fiche-là. Mais juste pour un peu réitérer le fait que c'est déjà indiqué là, que c'est pour l'influenza, mais on voulait juste le réitérer là, pour donner un peu plus d'explications.
Toujours dans la définition des termes, au niveau de l'ajout de cas confirmés par lien épidémiologique, c'est vraiment juste pour faire un lien avec le SRAS-CoV-2 qu'on a précisé ça pour au niveau des liens épidémiologiques. Donc, on trouvait que c'est important d'avoir quand même un lien à ce niveau-là là, pour le SRAS-CoV-2. Pour au niveau de la définition des termes, toujours, ajout au niveau des travailleurs de la santé. La définition de travailleurs de la santé, c'est la même définition qui est utilisée pour le SRAS-CoV-2. Les travailleurs de la santé, l'éclosion nosocomiale, on a fait l'ajout, comme vous voyez en jaune, là, et ou T2S. Donc, on a fait cet ajout-là pour être en cohérence, on pourrait dire, avec le SRAS, puis aussi faciliter l'opérationnalisation de tout ça. Puis également pour le niveau de définition de cas nosocomial, parce que si on l'ajoute, il faut aussi également ajouter qu'est-ce qu'on entend par un cas nosocomial chez un travailleur de la santé. Donc, on a pris un peu qu'est-ce qui était écrit là, également avec le SRAS-CoV-2. Au niveau du document analyse laboratoire, donc, ça, c'est la troisième fiche. On a fait des ajouts des liens de l'INES parce qu'en fait, dans le document, on parlait de chronologie, quel test, quoi faire, puis tout ça. Sauf que l'INES a quand même publié des beaux documents au niveau des priorités d'analyse. Donc, on a le premier qui est sur le COVID-19 et utilisation pertinente des analyses pour la détection des virus respiratoires durant la saison grippale. Puis, il y a également l'outil d'utilisation pertinente des techniques d'amplification des acides nucléiques. Donc, c'est des documents que vous pouvez utiliser, qui peuvent vous aider, en fait, là, à savoir au niveau de la chronologie des tests au niveau des virus respiratoires et du SRAS. Puis l'outil est quand même assez intéressant, parce que c'est comme un algorithme là, pour vous aider à prendre la décision. Une autre modification, en fait, c'était au niveau du tableau des caractéristiques des tests disponibles pour la détection des virus respiratoires. Fait que là, on parle vraiment des virus respiratoires, on exclut le SRAS-CoV-2. Donc, les changements, c'est vraiment assez mineur. C'était vraiment au niveau des temps, au niveau des synonymes, puis culture virale, bien sûr, vous l'avez entendu de M. Charret, les cultures virales ne sont plus vraiment faites là, à l'heure actuelle pour le niveau des virus, mais on ne sait jamais, peut-être ça va revenir. Maintenant, on va passer au document sur les mesures à mettre en place pour la saison des virus respiratoires et en présence d'un cas clinique ou confirmé d'un virus respiratoire. Donc, on a fait un ajout au niveau du port du masque chez l'usager et port du masque chez le travailleur de la santé. Comme vous savez, il y a on veut quand même maintenir cette ligne-là de si on veut que ça soit comme le SRAS là, à ce niveau-là, pour pas qu'on dise ah ben là, pas besoin de mettre de masque, on est comme une saison virus, il n'y a aucun problème, puis tout ça. Non, il y a des mesures à mettre en place à cause du SRAS, donc on a ajouté cette notion-là. Donc ici, toujours dans le document mesures à mettre en place pour la saison des virus respiratoires, on a ajouté une section sur vigie locale et vigie provinciale. Probablement que vous avez reçu une lettre cette semaine, pour ceux qui le savent, là, concernant cette vigie provinciale qui va débuter prochainement. Donc, dans le fond, juste pour vous informer, si vous voulez en savoir plus par rapport à cette vigie-là, allez voir sur SCISPIN, allez vous informer, vous avez des capsules narrées, vous avez des documents, de la documentation qui va vous permettre d'apprivoiser cette vigie provinciale. Donc, c'est pas mal ça, mais c'est pour ça qu'on a ajouté ces deux sections-là. Pour au niveau toujours du document mesures à mettre en place pour la saison des virus respiratoires, ça, c'est quand même une bonne modification qui a été faite. C'est au niveau de la durée des mesures, comme c'est clairement écrit. Dans le fond, pour l'influenza, avant, pour ceux qui s'en souviennent, ou si vous regardez les documents qui sont actuellement en ligne, on parle de pour l'influenza et le syndrome d'allure grippale. Donc, le syndrome d'allure grippale, on l'a retiré, on l'a changé. On parlait de le 5 jours après l'isolement, 5 jours après le début des symptômes, puis on parlait d'un 24 heures suivant la résolution des symptômes. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une modification dans tout ça. On a décidé d'y aller un peu comme pour le SRAS. Pour faciliter l'opérationnalisation de tout ça,
pour pas que vous ayez « Ah, c'est 24 heures, 48 heures, blablabla ». C'est vraiment pour essayer de faciliter tout ça. Puis aussi pour au niveau des isolements, on veut vraiment que ce soit pas trop compliqué pour vous. Donc, vous voyez, isolement 5 jours, absence de fièvre 48 heures, puis amélioration du tableau clinique 24 heures. Sinon, au niveau des durées des mesures pour les autres virus, bien, vous allez voir, on a fait un peu le même principe, là, sauf qu'on n'a pas mis le 5 jours. Avant, c'était écrit vraiment juste pour les virus, pas pour les virus, mais plutôt pour les... dans le fond, l'absence de fièvre, c'était vraiment pour la résolution 24 heures, puis pour les autres virus. Ensuite, toujours dans le même document, modification, section gestion des travailleurs de la santé, il y a quand même plusieurs modifications qui ont été faites dans cette section-là. Mais juste vous dire, en fait, on a mis un libellé parlant de l'importance de l'étroite collaboration là, entre le service santé au travail puis la PCI par rapport à la gestion des travailleurs de la santé. Mais si vous voulez en savoir plus à ce niveau-là, vous pouvez aller toujours consulter le cadre de référence là, pour en savoir davantage. Puis également, on a fait des modifications au niveau de travail de la santé présentant des symptômes d'une infection respiratoire aiguë, retrait, retour au travail. Donc là, vous voyez le libellé en bas. C'est sûr que ça, c'est des documents pour les autres virus respiratoires. Donc là, ce que vous voyez, c'est la décision de retirer des soins d'un travailleur de la santé qui développe des symptômes reliés à une infection respiratoire d'étiologie connue ou non, doit être conforme aux politiques locales du milieu. Puis dans le fond, c'est vraiment une décision locale de savoir si qu'est-ce qu'on fait avec le travail de la santé exactement. Parce qu'en fait, il y a la COVID, le SRAS-CoV-2, puis il y a beaucoup de choses qui peuvent venir un peu mélanger tout ça. Fait que si vous avez un usager, pas un usager, mais plutôt un travailleur de la santé qui a du SRAS-CoV-2 vraiment allié avec le SRAS-CoV-2, les documents en lien avec ça. Mais s'il y a un autre virus respiratoire, ben là, à ce moment-là, on peut aller plus vers ces documents-là. Au niveau de la situation des éclosions, qui est l'autre document, le dernier document, il y a des modifications qui ont été faites, la même chose que pour mesures à mettre en place pour la durée des mesures, puis l'ajout du VRS dans les durées des mesures. Il y a un ajout au niveau de la section prélèvement. En fait, on a fait une section prélèvement parce qu'avant, c'était plus en analyse laboratoire qu'on avait ces informations-là. Mais on trouvait que c'était pertinent de l'écrire plutôt dans la situation d'éclosion. Pour si vous êtes en éclosion, bien, vous savez qu'il y a quelque chose au niveau des prélèvements. Avant, on parlait de 3 à 5 prélèvements quand on a une éclosion pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. L'affaire, c'est que, comme vous le savez, avec le SRAS, ça rend ça un peu plus complexe de prendre la décision qu'on fait juste 3 à 5 prélèvements pour les autres virus respiratoires, mais qu'il faut faire des prélèvements pour tous nos usagers au niveau du SRAS. Donc, de là, l'importance, en fait, plutôt que de donner un chiffre, de plutôt tenir compte de l'épidémiologie locale, de la circulation concomitante de plusieurs virus, parce que, comme vous savez, il y a plusieurs virus qui circulent. Des indications médicales, disponibilité des tests, un tableau clinique atypique ou indéterminé. Là, fait que tout ça est bien clairement indiqué. Pour une autre modification, c'était la section gestion des travailleurs de la santé. Aussi, pareil comme le document mesure pour les saisons grippales. Pas grippales, mais des virus respiratoires, je vais le dire correctement. Donc, dans le fond, au niveau de la modification gestion de travailleurs de la santé, c'est vraiment pareil. Il y a juste peut-être des petits éléments que vous pourrez en faire la lecture là, pour en prendre connaissance. Une autre modification aussi, c'est vraiment la section mesures de prévention et contrôle des infections ajoutée lors d'une éclosion persistante ou avec indicateur de gravité. Il y a eu beaucoup de changements entre les différentes sections. Il y a eu un peu de remise du nettoyage un peu parce qu'il y avait beaucoup de mesures qui étaient mises juste pour éclosion majeure d'influenza, toutefois qui pouvaient quand même s'appliquer pour des éclosions persistantes ou avec indicateur de gravité. Donc, on a fait un peu de minage dans tout ça là, pour s'assurer que c'était bien correct. Petit message, en fait, au niveau pour toutes ces fiches-là. En fait, ces recommandations-là, c'est des lignes directrices, mais qui peuvent être adaptées selon les spécificités de votre milieu, de la clientèle et de la situation épidémiologique qui prévaut. C'est-à-dire que quand on bâtit des recommandations, on bâtit des recommandations pour le Québec. Donc, on ne peut pas aller dans les spécificités propres à chacun des milieux
parce qu'en fait, ça se peut que ça s'applique à un milieu, mais ça ne s'applique pas à un autre. Donc, c'est important d'en faire une adaptation locale. Puis, en étant expert en PCI, vous savez qu'est-ce qui peut être mis, qu'est-ce qui peut pas être mis. Donc, vous êtes en mesure de pouvoir prendre ces recommandations-là, puis de les adapter localement pour que ce soit adapté à votre situation à vous. Les éléments à retenir par rapport à la présentation, c'est, bon, les fiches vont être disponibles la semaine du 6 décembre. L'importance de consulter le tableau des modifications, puis des fiches aussi, les deux, pour bien savoir c'est quoi qui a été modifié. L'importance de l'adaptation locale, comme que je viens de parler. Puis là, vous allez vous demander, bon, ben là, Josiane, elle vous bombarde d'informations, puis là, on fait quoi avec ça? D'ici la sortie des fiches, les recommandations contenues dans les publications qui sont disponibles, puis celles qui sont présentées dans ce webinaire, ils pourraient être utilisées de façon concomitante. Vous pourriez prendre juste ce qui est écrit dans les publications disponibles, et vous dites, OK, ben là, ça a été trop vite, la présentation, je n'ai pas eu le temps de prendre des notes, je n'ai pas eu le temps de ci ou quoi. Fait que à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est juste d'aller avec vos publications disponibles. Mais là, si pendant que je vous parlais, je dis, bien, le VRS 5 jours, ça fait bien du sens que je le mette finalement 5 jours minimalement, mes usagers, parce que là, je suis prêt avec une éclosion ou quoi que ce soit. Donc, il y a toujours moyen d'utiliser en fait ce qui a été dit durant la présentation. De plus, la présentation, on va essayer de la rendre disponible le plus rapidement possible, soit lundi ou mardi, là, pour que vous puissiez le réécouter. Donc, en conclusion, les virus respiratoires autres que le SRAS représentent un fardeau pour les clientèles vulnérables. Ça, vous l'avez vu aussi au niveau de la présentation de Dr. Gilka. Devant un contexte épidémiologique actuellement qui est incertain, il est primordial de se préparer à prévenir et contrôler les éclosions en milieu de soins, particulièrement pour les autres virus respiratoires. Puis, si vous avez des questions en lien avec les différentes publications de l'équipe des infections nosocomiales, n'hésitez surtout pas à nous écrire pci@inspq.qc.ca. On est disponible pour répondre à vos questions. On va essayer de répondre du meilleur de nos connaissances et des meilleures connaissances scientifiques qu'on a à l'heure actuelle, mais il va nous faire vraiment plaisir de répondre à vos questions. Puis c'est pas mal ça à ce niveau-là. Puis dans le fond, bon, je vous présente des liens utiles, là, mais ces liens utiles-là, ils vont être aussi disponibles dans le document sur les mesures la fiche sur les mesures sur la saison des virus respiratoires, mais il est aussi disponible actuellement dans cas sporadique. Fait que préparation de saison grippale ou cas sporadique, qu'est-ce qui est actuellement disponible en ligne. Donc, ça fait pas mal le tour. Ce que je vais faire, c'est, je vais juste donc, j'ai terminé ma présentation. Je vais vous présenter en fait des petits messages importants en lien avec les webinaires. Je vais juste sortir de ce partage. Ça ne sera pas bien long. Donc, pour au niveau des messages importants, juste vous dire pour au niveau de l'évaluation puis des crédits, pas les crédits, mais plutôt les unités les unités de formation continue, Abigail va vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez avoir ce ne sera pas bien long. Donc, un lien dans le chat pour que vous puissiez aller faire l'évaluation, mais de toute façon, on va aussi également vous l'envoyer par courriel. Le prochain webinaire, jeudi le 9 décembre 2021, toujours même heure. À propos, en fait, c'est CONEF COVID-19, mais on va avoir de la très belle visite de Dr. Gaston Dessert et Dr. Sarah Carazo qui vont nous faire une présentation sur une étude sur les travailleurs de la santé et un petit topo là, sur informatif pour au niveau de la vigie provinciale. Pour au niveau des questions-réponses, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions-réponses, on va y répondre et les mettre sur le site Internet. On est désolé, on n'a pas eu le temps encore de pouvoir les rendre disponibles, mais ça va se faire très prochainement. Puis la boîte courriel PCI, en fait, comme je vous ai dit durant ma présentation, n'hésitez pas à nous poser des questions. On est là pour vous aider ou vous éclaircir là, si vous avez des questionnements. Vous pouvez toujours utiliser vos mécanismes internes que vous avez déjà actuellement, là, discuter entre vous, parler avec la santé publique, mais ça va toujours nous faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, je vais passer la parole à Dr. Jasmin Villeneuve pour faire le suivi de la période de questions. Merci beaucoup, Josiane, pour la dynamique présentation excellente. Le lien pour l'évaluation a été déposé dans le chat, donc vous pourrez aller chercher le formulaire pour l'évaluation. Je vais inviter Dr. Gilka à ouvrir sa caméra également parce qu'il y a des questions qui vont s'adresser à elle.
D'ailleurs, je vais commencer par une question pour Radhika. Je me rends compte tantôt, j'ai oublié de nommer qui avait posé les questions. Donc, une question de Luc Pellerin qui demande « Est-ce qu'on peut anticiper les virus respiratoires qui seront majoritairement en circulation pour la saison grippale 2021-2022 au cours des prochains mois? » Oui, merci. Merci pour la question, mais à vrai dire, on se pose aussi la même question. C'est la question que tout le monde se pose. C'est très difficile à prévoir qu'est-ce que va circuler. C'est sûr que la population est susceptible à plusieurs virus, entre autres l'influenza n'a pas circulé depuis presque 2 ans. Le VRS n'a pas circulé, mais là, il a percolé. Et donc, on a beaucoup de VRS et on a eu vraiment une saison VRS beaucoup plus précoce et très importante. Et cela a été très inhabituel et inattendu. Pour les autres virus, c'est sûr que probablement la grande question est en lien avec le SARS-CoV-2 et les mesures qui vont être en place. Si les mesures vont s'assouplir, on peut s'attendre à beaucoup plus de circulation de ces virus. Si par contre, il y aura de nouveaux variants ou d'autres recrudescences du SARS-CoV-2, on peut s'attendre que les mesures pourraient être resserrées et donc ça pourrait avoir un impact sur les virus respiratoires. Donc encore une fois, c'est très difficile à prévoir, mais ce qu'on voit cet automne, c'est déjà que les autres virus respiratoires ont un rôle plus important que la COVID parmi les patients avec hospitalisation respiratoire. Et on peut anticiper que probablement la même tendance va se poursuivre pour les mois à venir, mais encore une fois, des surprises sont possibles. Donc, on est dans des périodes très inhabituelles pour l'épidémiologie en général des virus respiratoires. Et donc, voilà, je n'irai pas plus loin que ça. Merci beaucoup. Une autre question directement pour Dr. Gilka. Parmi les hôpitaux que vous observez dans votre étude, combien sont des hôpitaux dédiés aux enfants? Je n'ai pas dit dans la présentation que cette année, on a 2 nouveaux hôpitaux qui se sont joints au projet, c'est le CUSUM et le CHUL. Et donc, on a un hôpital tertiaire pédiatrique, le CHUL. Pour le CUSUM, c'est juste le Glen, le site adulte qui se joint. Et donc, historiquement, on n'avait pas d'hôpital dédié pédiatrique, mais on avait des enfants hospitalisés parce que dans les régions qui participaient, elles drainaient quand même les hôpitaux, sauf bon, les populations pédiatriques les plus malades qui pourraient être transférées vers des centres tertiaires. Mais on est très content qu'enfin, on a réussi à avoir un centre pédiatrique parmi nos hôpitaux. Merci. Une autre question, mais je vais l'adresser celle-ci à Josiane. Dans la définition nosologique, apparition soudaine de fièvre ou de toux s'applique dans quelle situation épidémiologique? Je ne suis pas sûre de comprendre dans quelle situation. À quel moment on applique la définition nosologique, apparition soudaine de fièvre ou de toux? Est-ce qu'il y a une situation particulière ou pas? Ben non, pas nécessairement. Dans le fond, c'est sûr que dès que tu as une épidémiologie où est-ce que tu as des virus respirateurs qui sont en circulation, c'est sûr qu'à ce moment-là, on va l'utiliser pas mal plus. Mais ça dépend aussi. C'est sûr qu'il faut quand même évaluer les situations aussi si on est face à... Il y a quand même une évaluation clinique à faire là, au niveau des patients pour voir qu'est-ce qu'il y en est, mais ça fait quand même partie d'un tout là, au niveau de l'évaluation. Mais je pense que ça ne répond pas très bien à la question, là, mais on dirait que je sais ça. On pourra compléter dans la question-réponse plus en détail. Une autre question directement pour toi, Josiane, de Stéphanie Gagné. Dans l'ajout des travailleurs de la santé pour la définition d'éclosion de virus respiratoires, est-ce qu'il est précisé si acquisition communautaire ou non et port du masque ou non pour évaluer les risques et mesures à appliquer? On parle surtout pour niveau communautaire qu'il n'y a pas de lien communautaire, en fait, de lien d'acquisition communautaire clair. Fait que c'est sûr qu'on est allé plus vers un peu la même affaire pour au niveau que le SRAS-CoV-2, pour au niveau de la définition. Pour au niveau du port du masque, on ne l'a pas nécessairement précisé non plus, mais c'est sûr que pour au niveau de la communauté, on a pris
c'est quasiment mot pour mot là, ce qui est dit pour au niveau du SRAS-CoV-2, c'est-à-dire que s'il y a un lien, une acquisition communautaire, là, si par exemple la personne est à la maison puis son enfant a l'influenza, ce qui serait quand même étonnant en ce moment, mais on va dire l'influenza, puis qu'à l'hôpital, il n'y a absolument aucun influenza, ben c'est sûr qu'à ce moment-là, on va faire une évaluation du risque pour voir s'il y a vraiment un lien à ce moment-là. Mais comme je vous dis, c'est vraiment un peu la même façon qu'on l'a écrit que pour le SRAS-CoV. Merci. Autre question de Andréane Roy. Sachant la circulation concomitante des virus et sachant la grande sensibilité et spécificité des tests PCR, en contexte d'une éclosion de VRS, est-ce qu'un SAG testé négatif qui a un lien épidémiologique avec un cas confirmé doit être comptabilisé dans le décompte de l'éclosion? Bien, c'est sûr que là, on a ajouté dans le cas confirmé par lien épidémiologique. Donc, c'est sûr qu'on pourrait le comptabiliser si vous ne faites pas si vous n'avez pas, mettons, si vous êtes certain là, qui est relié au niveau épidémiologique. Mais je comprends, si des fois on arrive puis on fait il était dans la même chambre, lors de le VRS, il y a exactement les mêmes symptômes, quoi que ce soit, c'est sûr qu'on peut aller avec le lien épidémiologique. Okay. Autre question. Est-ce qu'il y a un gain à isoler les contacts étroits asymptomatiques des autres virus respiratoires autres que l'influenza et SRAS-CoV-2? C'est toujours une évaluation qu'il faut faire pour au niveau c'est sûr que l'idéal, ce serait de toujours isoler dès qu'on suspecte. En fait, on a un cas clinique d'infection respiratoire aiguë. Dès qu'on a ça, normalement, il faudrait quand même mettre en place des mesures de prévention et contrôle des infections parce qu'on ne peut pas le savoir, mais je pense que la question, c'est plus une voie asymptomatique au niveau des contacts étroits. C'est sûr que pour une voie asymptomatique, on pourrait conseiller là, de faire l'isolement, de mettre en isolement un contact étroit juste pour être sûr. Là. Puis on va donner un délai là, à ce moment-là pour tout dépendant de l'incubation. Je pense qu'on avait laissé, c'était 72 heures là, pour un niveau de l'isolement. Puis ensuite, on va aller selon le temps d'incubation du tableau, peut-être que vous connaissez déjà, là, pour au niveau de l'isolement, mais pas de l'isolement, mais plutôt pour le reste de la surveillance des symptômes. Fait qu'on peut faire ça comme ça, mais vu les circonstances, puis même Dr. Gilka, comme qu'elle présentait dans sa présentation, je pense qu'il faut rester quand même assez sensible au fait que les virus respiratoires autres que l'influenza fait encore quand même des ravages là, au niveau de nos usagers, puis au niveau de nos patients, puis tout ça. Fait que je pense qu'il faut rester vigilant au niveau de l'isolement de ces usagers. Parfait, mais je vois l'heure avancer. Peut-être un petit rappel pour ceux qui posent des questions en lien avec la vigie des virus respiratoires, dont la COVID. Il y a des références dans le SISPIN. Vous avez des outils qui ont été diffusés hier, vous pourrez prendre connaissance. On n'aura malheureusement pas le temps de passer toutes les questions. Il y a encore plusieurs questions dans le chat. On va pouvoir les répondre en ligne. Une dernière question peut-être pour Josiane. Tu vas parler du prochain webinaire le 9 décembre, mais quelqu'un dit qu'ils avaient la date du 8 décembre. C'est supposé être le 9, à moins que vous m'appreniez que finalement c'est rendu le 8. Mais c'est supposé d'être le 9, on l'a mis pour le 9. Là. Attendez, j'irai voir sur le site Internet. Vous pouvez aller voir le site Internet Transfert des connaissances, c'est la bonne date qui est écrite là. Donc, si c'est écrit 9 décembre, c'est le 9 décembre. Mais il se passe tellement des choses, mais c'est censé être le 9 décembre. Parfait. Merci beaucoup. Alors, vu l'heure qui passe, je pense que tout le monde a d'autres choses. On va continuer. On va remercier les présentateurs et je laisse le mot de la fin à Josiane, l'organisatrice de ce webinaire et des webinaires. Merci. Merci beaucoup, Jasmin. Donc, je voudrais remercier Abigail Altenor pour au niveau du savoir occupé, au niveau du Zoom, Dominique Grenier pour le mot de bienvenue, Dr. Gilka, merci beaucoup d'avoir fait votre présentation, Monsieur Charret qui n'est plus là, mais qu'on va le remercier aussi, puis également Dr. Jasmin Villeneuve d'avoir coordonné les questions. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent tout le monde. On a bien hâte de vous voir le 8 ou le 9 décembre, mais on va dire le 9, le 9 décembre, en grand nombre pour une super belle présentation de Dr. Gaston Dessert et de Dr. Sarah Carazo. Donc, merci beaucoup et bonne journée. La bonne date est le 9 décembre. Excellent, super. Bye bye.